Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être en compagnie de Jean-Marie Le Gall, que je reçois pour parler de son livre Contact avec l'au-delà. Alors, Jean-Marie Le Gall est quelqu'un qui a une vie folle, puisqu'il a rencontré le surnaturel enfant, mais en fait, ce surnaturel ne l'a jamais quitté. Et il a même rencontré l'extraordinaire, hein, avec l'assistance spirituelle, en fait, de son grand-père. Pour soulager les autres, pour dispenser des soins, hein. Donc son grand-père qui est un médecin du ciel en quelque sorte, hein. Et donc ça, cette idée est tout absolument magnifique, hein. Alors à propos de médecin du ciel, Jean-Marie, tu as eu un beau cadeau de Michael Le Lotus qui t'a écrit une chanson que personnellement je trouve magnifique et on va en écouter un extrait, hein, si tu veux bien. Tout à fait. Quand la nuit tombe et que l'âme s'élève, il existe un monde où la lumière rêve. Des mains invisibles qui soignent en douceur, guidées par l'amour, message de l'ailleurs. Ils ne portent pas de blouse ni de stéthoscope, mais ils murmurent des remèdes sous forme d'ondes et d'horoscopes. À travers les magnétiseurs, ils passent leur énergie. Des médecins de l'au-delà, un souffle d'harmonie. Ce sont les médecins du ciel, des esprits veilleurs, des guides éternels. Ils réparent l'âme, apaisent les douleurs, un soin invisible, un baume au cœur. Ils soufflent un vent d'amour et de paix, là où la science parfois s'arrête. Jean-Marie les sent quand il pose ses mains. Un frisson, une chaleur. Voilà, donc je pense qu'on peut remercier tous les deux Michael pour cette magnifique composition. Tout à fait. Michael qui anime une super radio qui s'appelle la Radio du Lotus. Nous avons fait une émission il y a quelques jours, enfin quelques semaines ensemble, et il m'a offert ce beau cadeau. Je ne m'y attendais pas parce que j'ai appris que quand il fait venir ses invités, il illustre toujours leurs propos avec une chanson de sa composition parce que notre ami Michael est musicien, compositeur. Et j'ai eu la surprise d'écouter ce morceau intitulé Les médecins du ciel, que vous découvrirez dans l'intégralité, et qui me fait chaud au cœur et qui vraiment correspond mot pour mot à la trajectoire que j'ai pu vivre et qui résonne vraiment dans moi. Tout à Alors fait. Et avant merci Michael, de oui. tout cœur. Alors encore merci Michael. Et avant de revenir au médecin du ciel, il faut peut-être commencer par le début de l'histoire, parce qu'apparemment elle a commencé très tôt. Enfant, il y a des choses qui se passaient pour le petit Jean-Marie. Bien, bah d'abord, tout d'abord, Christian, merci à mon tour je te remercie aussi chaleureusement de m'accueillir aussi Ouais, mais c'est un plaisir. pour pouvoir dialoguer avec toi. C'est c'est une très longue histoire, effectivement, qui a commencé dans ma tendre enfance, vers Quatre l'âge cinq de... ans, si j'ai bien compris. J'avais à peu près 7 ans. Alors, je tiens à dire qu'au départ, je suis effectivement petit-fils de médecin. Mon père avait commencé des études de médecine aussi, et malheureusement, à cause de cette tragédie de la guerre, Seconde Guerre, il a été obligé d'arrêter après ses études de médecine. Donc j'ai baigné avec, je dirais, très jeune, avec un stéthoscope autour du cou Oui. Ton de mon grand-père était médecin militaire, médecin militaire. Tout à fait, spécialisé dans les maladies tropicales. Enfin, il a fait santé navale. Tous ceux qui savent ce que c'est comprendront, hein. tout à fait, tout à fait. Donc j'ai vécu dans un milieu médicalisé, si je peux dire, mais tout ce que je vais évoquer avec vous, bien que mon grand-père me faisait, j'ai mieux compris avec le recul du temps tout ce qui m'est arrivé, mais je veux dire que je n'ai pas baigné dans un milieu familial
qui étaient sensibilisés à ces phénomènes d'ordre, entre guillemets, paranormal et psychique. Je n'ai pas été conditionné dès la prime enfance par ce genre de phénomène que je vais évoquer. Donc, c'est un peu brutalement, à l'âge de 6-7 ans, que cette aventure a commencé car comme tout enfant, bah, je vais me coucher. Je partageais à l'époque une chambre à coucher avec mon frère. Et le soir, en éteignant la lumière, au bout d'un certain temps, eh bien, à ma grande stupéfaction, je voyais se matérialiser, ou plutôt sortant des murs, je voyais comme le mur, Christian, s'éclairer, alors qu'au départ, il était dans la pénombre, elle s'éclairait, et de voir des formes humanoïdes, forme humaine, se sortant des murs et se matérialiser devant moi, et que progressivement, ces formes humanoïdes prenaient des traits caractéristiques d'humains. Alors, Ce c'était des n'était pas visages. forcément rassurant. Non, non, mais c'était. Voilà, moi, je t'explique ce que je voyais au départ. Ces formes humanoïdes lumineuses qui se densifiaient pour prendre euh, des visages, nez, visages, des bustes, ou soit se matérialiser dans la totalité. Et c'est vrai, là, je te rejoins. Au secours, quand je voyais ce genre de formes lumineuses, mon cœur se mettait à battre la chamade, et la première réaction que je faisais, c'était de dire au secours, d'allumer la lumière, ou soit sortir de la chambre à coucher et de me précipiter dans la chambre de mes parents en les réveillant, en leur disant il y a du monde dans la chambre, je ne sais pas ce qui se passe. Et donc, ils essayaient un peu de me rassurer au départ. Ils venaient dans la chambre. Bon, mon frère dormait du reste encore, il n'avait rien vu du tout, lui. Il dormait paisiblement. Et il était il était réveillé parce qu'on allumait la lumière, et effectivement, il y avait personne. Alors au départ, la réaction de mes parents, c'était peut-être que mon frère m'avait tourné, m'a fait un vilain tour, mais là, je voyais que paisiblement, il venait de se réveiller, il était complètement éberlué du reste. Et je voyais bien que le pauvre, il y était pour rien. Donc on mettait ça sur le compte d'un mauvais rêve, d'un imaginaire, d'un cauchemar. Seulement, les nuits suivantes, eh bien, le phénomène se reproduisait de multiples fois. Donc, à la fin, mes parents étaient un peu agacés, et j'avais compris que ça ne servait à rien d'aller les voir, et je ne disais plus rien. Je prenais sur moi et je me taisais. Je ne disais rien. Voilà, c'était Et puis, pas évident. alors tout ça, ça faisait un enfant un peu différent quand même. C'est-à-dire, ça se passait la nuit, mais c'est quand les phénomènes ont commencé à se manifester de jour. Euh, Et à comme l'école. Et à l'école, mais il y avait déjà l'épisode que j'ai annoncé dans le livre où bon, je suis un petit garçon, les filles jouent avec des poupées, moi je jouais avec des petits soldats, et c'est vrai que j'ai toujours été très attiré par cette période du Moyen Âge. Donc mes parents m'avaient offert un château fort avec des petits personnages, et jusqu'au jour où dans ce jeu en tête à tête avec mon château fort et mes petits soldats, eh bien je vois Christian sortant du mur, la pièce étant complètement éclairée, c'était une matinée, je vois un personnage lumineux, une nouvelle fois, qui se matérialise dans la pièce. Et là, je ne le reconnais pas du tout, hein. Je vois, il avait la forme un peu austère, 18e siècle, un peu genre instituteur. J'ai compris pourquoi après, hein, bien des années après. Instituteur qui me regarde d'un regard bienveillant, qui me fait un geste de la main amical, et j'entends dans ma perception, non pas des mots prononcés par ce personnage, mais des mots dans ma tête. Il me dit qu'il viendra souvent me voir, que je n'ai pas à avoir peur, et il me donne un petit détail intéressant. Ils me disent que dans d'autres vies, nous nous sommes déjà croisés, et d'autre part, qu'il avait habité pas très loin de mon habitation où je vivais avec mes parents. Donc, nous nous sommes croisés dans d'autres vies. C'est la première fois que j'entends ça. Et j'ai habité pas très loin de chez toi. Et ce personnage viendra à peu près en tout
4-5 fois me voir, me regardant jouer amicalement, et comme s'il me surveillait, mais d'un regard bienveillant, Et en là, tu train de avais jouer quel avec ça. âge? J'avais 6-7 ans, hein, Toujours. cette D'accord. période-là, hein. Voilà. Ça, c'est pour. Alors après, je pourrais peut-être en donner, euh, Tu as je ne sais pas, raison. avant ou après. Euh, Allons-y. Allons-y. On grille un peu les étapes, hein. Oui. On grille un peu les étapes parce que, après, pour rebondir, alors bien sûr, il y aura un long développement que je vais vous expliquer, mais bien des années plus tard, quand j'expliquerai les phénomènes qui touchent le domaine de la philosophie du spiritisme et sa pratique philosophique et sa pratique de la médiumnité, avec des cousins que j'évoquerai, Claude et Monique Réel, à la suite de ces expériences que je vais évoquer plus tard, de ces expériences de table tournante, d'écriture automatique, j'apprends que par ces cousins, il y a une philosophie qui a hérité de tous ces phénomènes d'ordre de contact avec les défunts, pour faire simple, qui existait depuis la nuit des temps. Et il y a une philosophie qui s'est présentée fin 18e, 19e, qui s'appelait le spiritisme, qui avait été étudié par disons, par un professeur, effectivement, émérite, qui s'appelait Léon Denis Rivail, qui avait une formation tout à fait scientifique et de pédagogue, et que ce personnage s'était intéressé à ces phénomènes de médiumnité. Il avait interrogé un certain nombre de médiums, et ça avait donné naissance à un ouvrage qui est mondialement connu du reste, qui s'appelle Le Livre des Esprits, qui a donné ensuite un livre plus d'ordre de méthodologie pratique qu'on appelle le livre des médiums, entre autres. Et ses cousins, j'apprends par eux le connaissance de cette philosophie et de cette pratique. Et lors de notre entretien, Claude me dit, bah, écoute, il y a quelques rares, il y a des ouvrages, mais qu'il y a quelques rares photos de ce codificateur qui s'appelait de son nom de druide, qui avait vécu à la période druidique, qui s'appelait Alan Kardec, d'où les livres Alan Kardec, mais de son vrai nom, c'est Hippolyte Rivail, et il me montre les photos de ce personnage. Et aux stupéfaction, Christian, je reconnais le personnage que j'avais vu lorsque je jouais au Château Fort. Et Claude me dit, Jean-Marie, alors je ne lui réponds pas, hein, il voit que je deviens un peu livide. Il me dit, bah, tu as l'air troublé en voyant cette photo. Je dis, tu vois, je noie un peu le poisson. Oui, enfin, je noie le poisson. Et il me dit, bah, tu sais, en plus, faut savoir, Jean-Marie, que Alan Kardec, donc je vivais à l'époque dans le 7e arrondissement de Paris, rue Léon Vaudoyer, il y avait rue Albert de Lapparent qui était juste à côté où vivaient mes grands-parents, et la rue Léon Vaudoyer, dans le 7e, il y avait tout au bout de la rue Léon Vaudoyer un square qu'on appelait le square Ségur, qui existe toujours, et un métro qui s'appelait le métro Ségur, à peu près de mon habitation, à 800-900 mètres. Et il me dit, ben, il faut savoir, Jean-Marie, que le codificateur du spiritisme moderne, donc Alan Kardec, habitait pas loin de chez toi. La Oui, boucle était bouclée. oui, oui. Le personnage que j'avais vu n'était pas le fruit de mon imaginaire. Ce personnage historique a réellement existé et ce personnage habitait à 900 mètres de chez moi. Voilà. Alors, à l'adolescence, tu as continué à vivre des choses pas tout à fait ordinaires. Alors, je dirais qu'ensuite, il y a la prime enfance que je viens d'évoquer succinctement. Et puis après, il y a effectivement l'adolescence. Mais avant l'adolescence, il y a un peu cette période intermédiaire, charnière, qui est pas tout à fait la petite enfance, mais je commence à aller au CP et à l'école. Et c'est là que, Christian, c'est un peu compliqué. Parce que dans la classe que j'occupais, Compliqué vis-à-vis des camarades. vis-à-vis des camarades et surtout de Madame Hubert, Florence, qui s'appelait du reste, comme le prénom du reste d'une de mes amies médiums, que tu connais parce que je crois que tu l'as interviewée, Florence Hubert, petit clin d'œil amical. Et donc, C'est pas facile. de cette institutrice, eh bien, tu sais, il faut se remettre à l'époque. C'était encore à l'époque des blouses bleues que je portais, des tables
genre des années 40. J'écrivais encore à l'époque avec Il y une avait la plume à, criée. le plume à l'encre, et donc avec aussi des classes assez, je dirais, un peu rustiques, dans le sens que les plafonniers, c'était juste un fil électrique avec une douille, une ampoule, et tout un petit truc basique qui éclairait. Il n'y avait pas encore les néons qui existaient. Enfin, il y en avait, mais pas beaucoup, mais pas dans l'école, dans la classe où j'étais. Et donc, quand je m'asseyais dans la classe pour écouter le cours de Madame Florence Hubert, eh bien, j'écoutais sagement, avec la blouse, en me tenant droit, tu sais, un peu comme on voit dans les films un peu classiques des années 40, avec l'instituteur ou l'institutrice. Mais il y avait un problème, c'est que dans la place que j'occupais, au-dessus, où il y avait effectivement cette ampoule électrique, eh bien, alors que les fenêtres étaient fermées, eh bien, il y avait, et sans courant d'air, eh bien, on voyait un mouvement de balancier se faire progressif avec cette ampoule électrique qui se balançait de plus en plus fortement et qui commençait en plus à grésiller de plus en plus pour finalement terminer par péter complètement, soit même exploser dans la pièce, ou soit péter au niveau du filament électrique dedans, à la grande stupéfaction de Madame Hubert, des élèves qui rigolaient au départ, mais comme le phénomène se reproduisait souvent, c'était bien aux grandes dames de l'électricien qui venait régulièrement, quand le gars était dans la salle, venir changer les ampoules. Alors tout le monde rigolait au départ, tout le monde rigolait plus du tout. Moi, je savais plus où me mettre. Et d'autre part, il y avait, Christian, un autre phénomène, c'est-à-dire sur le pupitre où j'étais obligé de le maintenir en m'accoudoyant dessus, parce que si je regardais l'institutrice et que je commençais à écrire, je prends le temps de peser mes mots, mon pupitre rentrait en lévitation. Ça fait mauvais genre. Oui, ça, Alors au départ, on croit à un tour de passe-passe, tout le monde rigole, et je suis obligé de me pencher dessus ou de tenir mon pupitre pour qu'il ne décolle pas. Et là, c'est terrible parce que on se moque de toi, on te montre du doigt. Et dans la seconde partie du cours, quand le cours est terminé, bah, il y a là, ce qu'on appelle la récréation. Et là, en sortant, c'est assez terrible parce que c'est les humiliations, parce que tu n'es pas comme nous. ouais. C'est les crachats, c'est on veut pas jouer avec toi, c'est les crocs en jambes. Voilà, alors tu racontes dans ton livre que tu as trouvé quand même comme complice un arbre. Oui, alors effectivement, étant assez isolé, il y avait dans ce préau au milieu, enfin le préau, il y avait tout autour aussi trois arbres. Bon, c'était goudronné partout, hein, et il y avait deux ou trois arbres qui étaient là. Et comme personne ne voulait jouer avec moi, alors si, quand je voulais aller jouer aux billes, il y avait de la télékinésie, je ne savais même pas que ça existait. Ben, je regardais les billes et je voyais les billes bouger tout seuls, mais sans que je le sache. Alors, on me disait, qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, je fais rien, je m'approchais. C'est bon, quand les petits garçons ils jouent aux billes, hein. Et quand je m'approchais, je dis, je veux jouer avec vous, mais quand je m'approchais, les billes se déplaçaient toutes seules. Donc, c'était pas pratique. On me disait, non, on veut pas de toi, on veut pas de toi. Donc, en désespoir, j'allais me mettre près de ces arbres, là, près d'eux, me poser contre. Mais là, c'était des fois la furie, je dis bien la furie, d'autres élèves qui venaient pour continuer à m'insulter, à me cracher dessus, à vouloir même me déchirer les enfants. Et c'est là qu'un jour, aux stupéfactions, je m'attendais à recevoir à nouveau mon lot quotidien de coups. Je tiens à le dire, hein. Il y a des gens qui courent après le paranormal, moi je cours dans l'autre sens, hein, Christian, hein. Et c'était Et là, je vois euh, à peu près un mètre, comme si ces enfants se figeaient devant moi, et comme s'il y avait une espèce de baie vitrée qui faisait le tout autour de l'arbre, enfin, qui nous protégeait tous les deux. Et comme tu sais, des fois, quand on voit un peu les élèves qui s'écrasent contre le mur de la baie vitrée, le nez écrasé, comme s'ils s'écrasaient sur une espèce de protection invisible qui était là. Et je m'asseyais, je pourrais même dire, je fermais les yeux, je m'asseyais spontanément, même dans une position que je ne connaissais pas, qui était le lotus. Je fermais les yeux et j'étais baigné par une sensation de grande béatitude euh, pendant quelques minutes. tu Donc là, écris l'osmose avec le cosmos.
Et j'avais une sensation, effectivement, de même au niveau de j'avais les yeux fermés, de comme s'il y avait une lumière au niveau de mon front. J'ai pu comprendre modestement après ce que ça pouvait représenter un peu au niveau du yoga, mais une sensation effectivement de béatitude, de samadhi, j'ai appris ça par la suite, et de sensation d'osmose et de béatitude avec tout l'univers qui m'entourait. Ça durait quelques minutes, et après, il y avait la cloche qui me faisait revenir à la réalité de ce monde quotidien, et il fallait retourner dans la salle de classe où je rentrais bien sûr en dernier quand tout le monde, et je me réfugiais près de mon pupitre, mais en général, j'étais mis dans le dernier rang et je me réfugiais près du radiateur électrique. Et loin d'une ampoule. Et le moins possible, oui, oui. Et Et, quand je rentrais à la maison, c'était difficile parce que ma blouse, mes vêtements étaient déchirés. Et de temps en temps, un cocard en option. donc, il y avait, tu cites Georges Brassens qui, dans sa chanson La mauvaise réputation, les braves gens, il avait dit, Hmm. et les braves gens n'aiment pas que l'on prenne une route, Un autre chemin qu'eux. un Oui, autre chemin qu'eux. Et oui, effectivement, ça commence aussi dans le cours d'école, hein. oui, tout à fait. Bon. Et alors après, c'est, tu as pris, il y a encore autre chose qui est arrivé, tu parlais des billes tout à l'heure, mais ce sont tes capacités psychocinétiques. Bah, c'est-à-dire, il commence à y avoir des phénomènes un peu insolites qui se passent à la maison, mais c'est surtout, je dirais il y a deux phénomènes qui se passent, enfin surtout un phénomène assez, c'est la vie. Au niveau familial, euh, il y a effectivement une réunion familiale dans les années 75 avec ces fameux cousins que je connaissais, mais je ne connaissais pas ce qu'ils faisaient. Et lors de cette conversation, lors d'un dîner sympa avec mes parents et ses cousins, la conversation vient sur le sujet de la vie, de la mort, de la survie. Moi, je suis un peu dubitatif pendant ce que j'entends. J'avais complètement occulté tout ce qui s'était passé euh, de ma toute petite enfance, hein. C'était mis un peu au placard, je dirais en sourdine. Et il parle de phénomènes qu'on appelle les tapes tournantes, de la philosophie spirit, de l'écriture automatique, et qu'apparemment, nos défunts, la vie ne se résume pas à ce que nous voyons, et il y aurait un autre monde, d'autres plans d'existence, et qu'il y aurait des individus sensitifs qui s'appellent des médiums, et qui pourraient servir entre le monde palpable que nous voyons et le monde de l'invisible. Et ce cousin et cette cousine, Claude, de nom, de prénom, et Monique, se présentaient comme étant une sensitive médium pouvant apparemment établir ce contact avec ce monde subtil. Et il nous propose, lors de la fin de ce repas, puisque mes parents avaient dans leur appartement, avec sur un pot de fleurs au-dessus un guéridon, nous propose de tenter une expérience un peu insolite, d'aller dans le couloir de l'entrée de l'appartement de mes parents, en pleine lumière, de poser ce guéridon et nous invite à se positionner autour en posant les mains, en se tenant les mains ensemble, tout autour de ce guérison, posé délicatement dessus. Et moi, ma première réaction, Christian, c'est que j'ai pas été inspiré du tout par ça. Ça me disait rien du tout. Donc, j'ai observé Claude, Monique, mon frère, euh, mes parents qui se sont prêtés à cette expérience. Et moi, j'étais à 1 ou 2 mètres et j'observe la scène. Et ma première réaction, je me dis, mais elle craque cette table, mais c'est tout à fait peut-être un jeu, on pourrait dire maintenant inconscient, mécanique, des personnes qui, ayant positionné leurs mains dessus, sans le vouloir peut-être, hein, poussent la table, lui fait faire un mouvement de rotation et autres. Et donc, je suis un peu dubitatif par rapport à ce qui se passe. Et puis, tu sais, au bout de 5-10 minutes, mon frère, mon père, ma mère se lassent un peu. Et je vois quand même qu'il y a une impulsion donnée apparemment par ma cousine. Je dis, bah, c'est elle qui doit pousser. Alors, il y a aussi, ça paraît un peu archaïque, un coup pour oui, un coup pour non. Et donc, je vois la table qui se soulève un peu sur un pied, qui retombe un coup,
un coup pour oui, deux coups pour non. Après, sous un mouvement d'impulsion, ils font les lettres de l'alphabet, A, B, C, D. La table s'arrête, comme s'il y avait une impulsion donnée par l'un des participants, consciemment ou inconsciemment, pour obtenir des mots, enfin des mots, des phrases. Mais ça fait vraiment un peu dinosaure comme méthode. Ce n'est pas l'Internet de l'au-delà. C'est voilà, c'est même pas France Télécom. Et à un moment donné, mon frère, mon père, ma mère s'arrêtent et Monique se retrouve en tête à tête avec ce guéridon. Et elle me dit, mais Jean-Marie, tu veux pas essayer? Donc je m'assois. Je me dis, de toute façon, c'est pas mon, il me semble pas ni mon frère ni mes parents qui trichent, qui poussent la table. Ben, ça peut être que ma cousine. Donc je pose délicatement en face d'elle mes mains sur ce guéridon. Et là, il se passe quelque chose, Christian. Elle me joue un tour, c'est qu'elle retire les mains brutalement. Donc moi, j'ai les mains posées sur le guéridon, délicatement posées. Et là, Christian, le guéridon glisse sous mes doigts. Glisse. C'est-à-dire m'échappe complètement et fait un phénomène qu'on pourrait appeler de télékinésie, se déplace sur à peu près 1 mètre, et tu sais, machinalement, je vais le rattraper avec mes mains. Un peu comme un réflexe. Les yeux, t'imagines, de Monique, de Claude, mes parents complètement éberlués, mon frère qui me regarde, Philippe, tétanisé, et je vois ce guéridon, donc je vais le rattraper. Je le ramène, je pose mes mains, et il reglisse. Je lève un peu mes mains, et je vois, il glisse sous mes doigts. Je vais le rattraper, t'imagines l'ambiance. Et à ce moment-là, comme je m'appelle Jean-Marie Le Gall, je suis d'origine bretonne, mes parents avaient dans l'entrée ce qu'on appelle le lit breton. C'était devenu une armoire. Tu sais, à l'époque, on avait ça, mes grands-parents. C'est ce qu'on appelle un lit breton. C'est tu as 2 bâtons de porte avec des scènes du reste représentant le mariage, la demande de mariage. Tu ouvres les deux portes et à l'origine, tu avais un lit dedans, fermé, que quand tu ouvrais les battants, le lit basculait et les gens dormaient dedans. Mais bien sûr, là, il n'y avait plus de lit, il y avait juste la forme du lit, les 2 battants, fermés à l'origine à clé, Christian, fermés à clé. Et là, la 3e fois que je récupère mon guéridon, qui se tient sage sous mes doigts, qui ne se déplace plus, à 2,50 m, en pleine lumière, les battants de ce lit, de cette armoire lit, s'ouvrent alors que c'était fermé avec attelé. Mais ça ne fait pas que s'ouvrir, ça se referme. Mouvement d'ouverture, mouvement de fermeture, pas de courant derrière. Et 2 ou 3 fois. Et on entend même à la fin un espèce de clic. On s'approche de l'armoire et on observe, Christian, que la clé est fermée, le verrou est fermé. Ça ne peut pas s'ouvrir. Il faut tourner la clé. Oui, ça devient plus interpellant. Ça devient compliqué. C'est comme si tu avais effectivement, toi, le verrou comme ça. Donc, ça veut dire que ça soit dématérialisé. Ça voudrait dire que ça aurait fait clac pour ouvrir ensuite. Mais là, la clé est dedans, n'est pas tombée et est fermée. Le verrou est fermé. Ça ne peut pas s'ouvrir. Matériellement, ce n'est pas possible. Et pourtant. Et pourtant. Et pourtant. Et là, T'imagines? Donc ça, c'est le premier phénomène d'ordre, je dirais, kinésique, de déplacement. Et à la suite de cette expérience, je vais me prêter, si je peux dire, au jeu dans les jours qui viennent et dans les semaines qui suivent, de parler avec ses cousins qui me sensibilisent à ce genre de phénomène, à cette philosophie qui est le spiritisme. Et effectivement, il se révèle, d'après la terminologie que je découvre, que je suis un sensitif. J'aime mieux ce sensitif, que je suis un médium. On l'est tous, parce qu'on a tous une glande pinéale, on a tous un cerveau, on a tous une parabole, comme dirait le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Je suis donc un sensitif, apparemment, je reste prudent, ouvert sur cette dimension, je dirais, du monde invisible. Et
eh bien, je trouve une certaine forme, et heureusement, je m'en tire pas trop mal, d'amusement. J'avais grandi, je jouais plus au château fort, et bien que dans cette période de pré-puberté d'adolescence, et bien d'être très souvent en tête-à-tête avec mon guéridon à poser des questions, apparemment, avec la terminologie un coup pour oui, un coup pour non, le fameux question esprit es-tu là? Qui es-tu? Et obtenir des noms que je ne connaissais pas, des prénoms, mais très souvent se présentant comme étant mon grand-père, le docteur René Le Gall, qui venait dialoguer avec son petit-fils. Et là, tu as eu une promesse. Ben, il venait, c'est-à-dire que du reste, quand il y avait eu cette séance, première séance, je dirais, de médiumnité avec ses cousins clanioniques, la table s'était présentée comme étant, je viens, je peux me présenter, je viens maintenant, je m'appelle le docteur René Le Gall. Alors t'imagines la tête de mon père, son père qui vient lui parler, t'imagines, enfin, qui se présente, voilà. Euh, et qui commence, voilà, et qui dit, je viens aussi pour mon petit-fils. Donc, je fais des séances en tête-à-tête avec, dans les semaines et les mois qui vont venir, avec mon guéridon, où se présente souvent cet ami invisible qui est mon grand-père. Et nous faisons pas mal d'autres expériences à Saint-Mandé-Tourelle aussi, avec mes cousins. Et il y a une tragédie qui arrive. Il y a une tragédie qui va arriver. Donc ça, c'était en 1975. 76 va arriver, mais quelques temps avant de l'année fin 75, nous nous retrouvons une nouvelle fois en famille avec Claude et Monique et mes parents lors d'une séance, je dirais un peu une fois par mois, nous nous retrouvions et ça se terminait toujours d'une façon un peu sympathique par une séance de table. Et mon oncle, qui s'appelle aussi René, comme mon grand-père, devait se rendre en Polynésie française, parce qu'il était comptable, et il avait retrouvé une amie d'enfance qui s'appelle Paulette Viennot, que j'évoque dans l'ouvrage, et ses amis d'enfance s'étant retrouvés, il devait aller en Polynésie pour être le comptable de l'association qui était à l'animée des danses tahitiennes dans toute l'Europe. Et elle proposait donc à mon oncle René de venir en quelque sorte le comptable de cette association. Et donc, lors d'une séance de table, euh, on pose des questions, il faut reconnaître, assez basiques à l'époque. Hein, ça volait pas très haut, je t'avoue. Hein. Et on demandait à ces entités, entre guillemets, est-ce que le voyage de l'oncle René va bien se passer en Polynésie? Et là, la table s'immobilise, semble ne pas vouloir répondre. Silence radio, j'ai envie de dire. Et un peu gênée, ma cousine dit, mais il y a un problème? La table dit, oui. Tu veux nous en parler? Non. C'est vraiment gênant? Oui. Alors oui, oui, on n'obtient pas oui comme ça. Hein. C'est un parcours du combattant. C'est A, B, C, D, E, F, G, O, etc., etc. Donc déjà, pour avoir oui, tu mets 15 plombs pour avoir le message. Hein. T'imagines? C'est des soirées qui duraient 2-3 heures. Hein. Donc, non. Pourquoi? Et la table commence sous nos doigts, à trembler. Vraiment à trembler, avec une sensation de malaise de tout le monde. Et ma cousine dit, tu veux vraiment pas nous le dire? Et la table tape, tu insistes? Et on dit oui. Et à ce moment-là, la table s'immobilise et commence à taper avec le code que vous avez indiqué, M-O-R-T, mort. Ça calme. Hein. Question, ça calme. Là, tout le monde retire les mains. Monique me dit, tu sais, dans ce monde dit spirituel, de l'autre côté, et c'est intéressant de le savoir, c'est pas un monde de bisounours. Il y a de tout. Ce qui est Du vrai plus en même évolué, temps. Hein. hein? Ce qui est vrai en même temps. Oui, du plus évolué au plus bas. Oui, Et du coup, on arrête la séance.
il y a une espèce de malaise familial. Voilà, mort. Et du coup, c'était fin 75. Du coup, ça m'a vraiment refroidi, cette séance. Et, et toutes les sollicitations futures de Claude et Monique, je les mets de côté. Je dis, oh non, moi, je touche plus à ça. C'est pas, je me sens pas bien par rapport à ce genre de choses. Et l'année 76 arrive et il se passe pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose, sauf on arrive vers la période du mois de septembre et début du mois de septembre. Et là, des phénomènes curieux se passent dans la maison, dont vers, vers le 14-15, nous étions à un dîner avec mes parents. Je me souviendrai toujours, ma maman, à la fin du repas, avait préparé euh, un fromage blanc assaisonné de fraises sucrées. Et on allait dans la cuisine avec maman chercher effectivement le fromage et les fraises. Et en rentrant dans la pièce principale, on voit dans l'entrée de la pièce, il y avait un petit tableau qui était là depuis, je me souviens plus, moi je me souviens déjà petit, il était déjà là. Et on voit ce petit tableau se mettre de travers. On t'imagine là et on le voit basculer. On regarde. Ma réaction, je dis, oh là là, le tableau, ça peut-être 20 ans qu'il est là. C'est très pratique de dire peut-être l'usure, la corde, le clou. À un moment donné, peut-être que ça arrive, bah, il casse. Mais, Christian, le tableau qui s'est mis de travers se remet droit. Il défie les lois de la pesanteur. Qu'il baisse, pesanteur, loi de Newton, je veux bien, mais qu'il se redresse. C'est plus rare. C'est plus rare. Et il fait le mouvement 3 fois. Bascule, se remet en place. Là, qu'est-ce qui se passe? On ne dit rien. Et ce phénomène, il y a juste ça qui se passe. Et à l'époque, je préparais un BTS de biologie dans une école. Et c'était juste avant la période de rentrée scolaire, et on avait prévu avec mon père, mon oncle René, d'aller à Montreuil, de les retrouver tous les deux où ils travaillaient, et d'aller faire un tour à la piscine municipale. Et là, le lendemain de cet épisode, je prends le métro Ségur, correspondance à Sèvres-le-Courbe, et là, dans la tram, enfin dans le métro, j'arrive à la correspondance de Nation. Je prends la correspondance en direction de la porte de Montreuil. Et dans le wagon que j'occupe, j'étais tout seul, ça arrive, et j'entends très clairement une voix me dire « Envoie Jean-Marie ». Je reconnais la voix de mon oncle. Je suis assez surpris. Et j'entends « T'inquiète pas, tout s'est bien passé. Ça va ». Je me retourne. J'entends des voix. Et je vais retrouver mon père à l'endroit, parce qu'ils n'étaient pas très très loin, hein, géographiquement parlant, sur le lieu de travail. Il me dit, mais Jean-Marie, t'es blanc comme un linge. Et par réflexe, Christian, j'avais regardé ma montre, j'étais un peu en retard, il était midi un quart. Mon père me dit, bah, mais toi, je sais pas, je ne lui ai pas raconté ce qui s'était passé dans le métro, hein. Et donc, on va tous les deux à la rencontre de mon oncle pour aller à la piscine. Et en arrivant sur son lieu de travail, à peu près à 300-400 mètres, on voit qu'il y a un attroupement, on entend des bruits de sirènes, et curieux, et un attroupement, et en arrivant, malheureusement, on constate que autour de cet attroupement, il y a un SAMU de pompiers qui est là. Là, c'était brutal, hein, j'avoue la suite. Et mon père me dit, bah, me regarde, et là, on a un malaise. On se regarde tous les deux. Et là, si tu préfères, dans ma tête, brutalement, j'ai ce qui s'est passé la veille, enfin, ce qui s'est passé dans le métro, ce qui s'est passé la veille, et le souvenir de 1975. C'est comme
toi, un retour en arrière des séances de table, et je me dis, non, pourvu que non. Et là, mon père s'approche des personnes qui étaient à l'entrée de l'immeuble. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? Et là, on lui dit, pauvre monsieur, c'est notre comptable, monsieur Le Gall, c'est-à-dire son frère, qui vient de mourir. Tu t'imagines le choc. Donc là, et il dit, mais c'est mon frère. Donc là, immédiatement, le personnel avertit les responsables intérieurs, nous fait venir, etc. Je passe les détails. On ne va pas voir la personne décédée dans son bureau. Je passe les détails. Et mon père dit, bah là, bon, il y a plein de choses qui se mettent, des médecins, plein de choses qui se mettent en route. Et mon père me dit, bah, tu ne peux pas rester là, retourne à Saint-Mandé, on va téléphoner à Claude et Monique et tu vas passer l'après-midi chez eux, parce qu'il y a plein de choses à mettre en place. Donc du coup, je passe les détails, je retourne à Saint-Mandé-Tourelle, et là, c'est que là que véritablement un peu tout commence, parce qu'avec Claude et Monique, dès que j'arrive chez eux, bah, ils ont été avertis de la tragédie qui vient de se passer, et dès que je suis dans leur domicile, en rentrant dans leur appartement, qui était au septième étage, c'était au septième étage de leur immeuble, et bien, dès que je rentre, la boisure craque, on entend des coups dans les murs, mais ça tapait fort, hein. Et là, Monique me dit, écoute Jean-Marie, c'est peut-être pas le moment, ça s'y prête pas, mais peut-être que ton oncle René veut se manifester. Et là, mais avec leur table à eux, Guéridon, qu'ils avaient surnommé Tapin-Coup, du reste, on se met, et là, se présente, je mets toujours ça au conditionnel, qui es-tu? Ici, René. Mais je dis, mais papy, grand-père, c'est toi? Non, c'est ton oncle. Parce qu'en plus, ils avaient le même prénom. Je dis, non, c'est pas toi, papy. Non, là. Et il commence à dire, bah, je suis décédé dans mon bureau. Et là, il commence à taper pour que ça soit plus facile à communiquer. Écriture automatique pour Jean-Marie. Dans le temps, hein, je résume. Hein. Et écriture. Alors, mon cousin me dit oui, il y a le phénomène de la table, mais il y a le phénomène, ce qu'on appelle l'écriture inspirée, l'écriture semi-automatique et l'écriture automatique. Et j'ai dit comment ça se passe? Eh bien, on va te donner une ramette de papier, je vais te mettre un crayon et peut-être tu vas te mettre à écrire tout seul. Je dis quoi? Écrire tout seul? Mais non, c'est écrit, c'est pas tout seul, mais tu vas voir, il va peut-être se passer quelque chose où tu vas te sentir comme guidé. J'étais pas rassuré. Hein. Et là, je prends un crayon noir, la ramette de papier, j'attends, et là, Christian, je sens une main tiède venir se poser sur la mienne. Comme si j'enfilais une espèce de gant, comme si ma main était tenue par une main invisible, et je commence à voir d'une façon très rapide, à écrire. Alors au départ, je fais des bâtonnets. J'ai l'impression de retourner à la prime enfance, faire des ronds, des bâtonnets pendant 2 ou 3 minutes. Et j'entends dans ma tête un peu, tu sais, comme si on me câblait. Dire, voilà, tu es un peu en transition, il faut trouver le bon tempo. Et à un moment donné, ça y est, on est bien en connexion, on commence. Et ça commence à écrire, je suis bien ton oncle, René, je suis mort tout à l'heure dans le bureau, il était 12h15, c'est moi qui s'est manifesté dans le métro, Jean-Marie, j'espère que je ne t'ai pas fait peur, je suis tombé, j'ai eu une crise cardiaque, une hémorragie cérébrale, et quand je suis tombé, au niveau du bureau, je me suis fracturé l'artère sourcilière gauche et je suis tombé. Et ça m'écrit ça. Il reçoit ça. Et le message, je suis fatigué, je ne peux pas communiquer plus, séance terminée. T'imagines, on se retrouve avec ça. On se retrouve avec ça. Et simplement, ça avait mis à la fin. D'autres séances viendront, mais séance terminée pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve avec ça, Christian. La fin de l'après-midi arrive. Mes parents viennent me récupérer.
Le lendemain, eh bien, il faut aller, comme il était mort sur place publique, il avait ramené, le SAMU-pompier l'avait amené à la morgue, c'est-à-dire que c'était à Paris, il fallait faire la reconnaissance du corps par la famille, mon père, ma mère, ma tante, qui s'appelle aussi Monique. Mais mon père dit, écoute, Jean-Marie, tu es quand même sensible et tout ça, c'est peut-être pas l'endroit où aller. Donc, ce qu'on propose, c'est que tu restes avec ta cousine Monique. Claude va venir nous accompagner à la morgue et on viendra te récupérer en milieu de journée ou fin d'après-midi. Donc, rebelote, le matin, mes parents, hop, je reprends, là, ils me posent chez Claude et Monique, ils continuent ensemble le périple à l'Institut, comme on dit, médico-légal. Ça te dit quelque chose? Et puis, moi, je reste en tête à tête avec Monique. Et là, rebelote, ça tape dans les murs. Là, et il dit, mais peut-être qu'il y a un autre message. Et rebelote, je te passe les détails, table, etc. Et là, ça tape quelque chose d'assez basique. C'est à nouveau moi. Je commence à m'adapter à mon nouveau corps, à mes nouvelles sensations, mais je suis un peu attristé de la situation car j'ai oublié de remettre le chèque de la voiture pour le garage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai oublié de remettre le chèque pour le garage pour la voiture. On note ça et voilà. Et comment vas-tu? Ben, il dit j'ai été accueilli dans un hôpital spirituel. Un hôpital spirituel. Je vais dire, mais tu es mort. Ah oui, mais. Et il me dit, t'imagines, oui, mais dans l'au-delà, il y a des hôpitaux. Alors là, j'ai dit, ça y est, on est dingue. Voilà. Et on garde ça. Et fin de communication, on me dit que je suis encore trop fatigué en convalescent, je ne peux pas communiquer plus. Fin de la conversation, mais il y aura d'autres séances. Donc, on garde ça. Écriture en écriture automatique. Le soir arrive, toute la famille légale et réelle de mes cousins Claude et Monique sont là. On fait un repas, je ne te dis pas, on bricole. Et au milieu du repas, il se passe quelque chose qui était un élément déclenchant. Ma tante, dans l'émotion, puisqu'elle avait récupéré les papiers de mon oncle, bijoux et portefeuille, en nous regardant plein d'émotions dans ce regard, elle a sa bague et le portefeuille, elle tremble, ça peut se comprendre. Le portefeuille tombe par terre. Elle se penche, elle le ramasse, et le portefeuille était ouvert. Mais en ouvrant, il y avait une espèce de petit papier rose qui dépassait légèrement. Et au lieu de le rentrer, elle dit, tiens, elle a du mal à l'entrer, elle dit, bon, je vais voir ce que c'est. Et elle le tire, Christian. Et en retirant, elle voit, et elle nous regarde en disant, vraiment, ton oncle René, il était déjà sous les cocotiers, il a oublié de remettre le chèque pour le garage pour la voiture. Donc, l'information, elle vient d'où? Elle ne peut pas venir de ma tante, elle ne peut pas venir de mes parents, elle ne peut pas venir de moi, elle ne peut pas venir. Alors on va dire, elle vient de l'inconscient collectif, parce qu'on abordera tout ça. C'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est pas mal, hein, déjà. C'est pas mal. Mais du coup, mon cousin dit, mais maintenant, moi, je vais vous dire ce qui s'est passé la veille avec Jean-Marie. Et on a obtenu, par écriture automatique, un certain nombre de choses. Je vais vous dire ce qu'on a obtenu. Et elle montre, et il montre. Et elle dit, mais moi, quand je suis allé à la morgue, avec le médecin légiste qui était là, derrière la baie vitrée où était exposé le corps de mon oncle, avec un drap jusqu'en haut, mais laissant voir son visage, qui était commotionné du côté gauche de l'arcade sourcilière. Et en plus, il avait aussi, j'avais oublié de dire, derrière l'oreille gauche, il y a un hématome. Intéressant en tant que médecin. Et donc, mon cousin parle avec ton confrère, le médecin légiste, lui dit, mais il est mort à peu près, vous estimez, il est mort à peu près à quelle heure? Vers 12h, 12h15. Ce qui correspondait à ce qui se passait lorsque j'ai vu dans le métro. Et mon cousin lui dit, bon là, l'artère sourcilière, mais l'hématome derrière l'oreille gauche.
Et le médecin lui dit, mais oui, il y a un hématome derrière l'oreille gauche. Mais comment vous le savez? Comment vous le savez? Voilà, j'ai essayé de... Oui. Parce Et qu'il y en aurait au moins, voilà. Après, il y les a... communications ont continué, donc aussi, donc avec ton grand-père. Alors, du coup, à la suite de cela, il y a eu d'autres épisodes, effectivement, avec mon... Bon, il y a eu l'histoire des soldats allemands, il y a eu aussi l'histoire de Pierre Péquois, mais les gens trouveront plein d'autres Oui, aventures. Voilà, jusqu'au moment. Alors, il faut savoir que mon grand-père était mort en 1973, effectivement. Il était en maison de retraite et au moment où il est pratiquement décédé, il avait été hospitalisé, vu sa carrière militaire, à l'hôpital du Val-de-Grâce, à côté, à l'hôpital Bégin, hein, à côté de Saint-Mandé-Tourelle, du reste. Et quelque temps avant son décès, j'allais le voir à la maison de retraite. C'était mon grand-père, comme je te dis, j'ai vécu toute ma prime enfance dans son bureau. Il avait gardé son stéthoscope comme il avait fait la médecine coloniale. C'est lui qui m'avait même initié aux plantes. Il m'avait parlé du Ravensara, du Niaouli. J'ai été initié dans le berceau. Il y aurait tout, il y oui, aurait, l'essentiel, oui. et aux huiles essentielles parce qu'il m'expliquait ses périples quand il allait dans la forêt tropicale, soigner entre guillemets les indigènes. Il m'a parlé c'est là qu'il m'avait parlé du mana, un peu de l'énergie, mais je le regardais, je ne savais pas ce que c'était, moi je ne percutais pas. Des plantes, les lavements, des ventouses. Il utilisait toutes les techniques allopathiques classiques, mais il avait découvert tout ce monde des plantes par les indigènes, parce qu'il avait été représentant et gouverneur de France de 2 séjours. Hein, je t'ai passé sa biographie, où il représentait, entre guillemets, pendant la période coloniale, l'État français. Et donc, comme il allait pas très très bien quelque temps vers les années 73, et s'était pas remis du décès de ma grand-mère, de la mort 70, il se laissait mourir, le pauvre homme. Et quelque temps avant son hospitalisation au Val-de-Grâce, j'étais allé le voir à la maison de retraite où il était, en région parisienne. Et là, dans l'affection, il me prend euh, et, et il me dit, je vais bientôt partir. Je le regarde. Et il me dit, mais tu sais, je t'aime, Jean-Marie, et je continuerai à veiller sur toi de l'autre côté du miroir. Je le regarde, je dis, oh là, là, ça sent le Alzheimer. Il est en train de péter un câble. Il me dit n'importe quoi. Et il me dit, en temps et heure, tu comprendras, tu es encore jeune. Mais nous nous retrouverons. Alors là, je me suis dit, il a complètement pété un câble. Hein, tu vois. Et c'est la dernière fois que j'ai vu mon grand-père de son vivant. Émotion. Bien sûr. Et donc, pour le coup, vous vous êtes retrouvés. Donc là, c'était l'épisode que je disais en 73, cette petite parenthèse qui était important. Et effectivement, de cette période, effectivement, de 75 que j'ai évoqué, de 76, du décès de mon oncle René, s'est enchaîné euh, des manifestations médiumniques diverses et effectivement des séances de table que j'ai repris et d'écriture automatique assez régulière, effectivement, avec ce couple qui habitait effectivement sur la région de Vincennes-Saint-Mandé. Et parallèlement, ta capacité de psychokinésie t'est apparue comme une Eh évidence. bien, ces phénomènes, disons que a généré derrière ce genre des phénomènes que je ne comprenais pas. Au départ, c'était des coups dans des murs uniquement, tu vois. Et jusqu'au jour où, effectivement, petit feedback en arrière, fin 1975, était passé, 74-75, oui, si je me souviens bien, était passée une émission de télévision sur, je crois que c'était TF1, où on présentait à l'époque un jeune Israélien du nom de Uri Uri Geller, Geller. oui. Et comme depuis les années 75, je vivais ce genre de choses à travers ses cousins. On commençait à parler. Toi, c'était parce que ces premiers phénomènes de table, c'était avril-mai et fin 75, passé. Donc, du coup, on en parlait avec mes parents.
on en parlait avec ses cousins, et on entendait des choses qu'on connaît, les rêves prémonitoires, la télépathie, ce qu'on appelait la psychokinèse, l'influence des esprits sur la matière, les phénomènes dits de poltergeist, des esprits fantômes. Donc, toi, je faisais une culture dans ce domaine-là que je ne connaissais pas. Et Alors que Uri effectivement, Geller euh, était très médiatisé avec sa capacité de tordre les fourchettes. alors, si tu préfères, il était très médiatisé au départ en Israël. Et là, pour la première fois, il faisait une tournée européenne, dont la France. Et donc, j'apprends par ses cousins qu'il va y avoir une émission sur ce jeune Israélien. Alors, du coup, avec mes parents, on découvre, comme tout le monde, hein, comme beaucoup de Français à l'époque, cette émission. Je regarde, beauf. Je me dis, mais d'autre part, il reconnaît, il a truqué certaines choses. Mais je vois des couteaux, des fourchettes, mais surtout des clés. Hein. Il montrait des clés. Et il invitait des gens à faire comme lui chez soi. Donc, on a joué le jeu. On a pris des clés, des fourchettes, des cuillères, tout ce que dalle. Rien, Christian. Rien. Il ne se passe rien. Déçu. Mais à la fois, me dire, ouais, mais si ce n'était que de l'illusionnisme. Toujours garder les pieds sur terre. Et je vais me coucher. Et c'est là que tout bascule. Je vais me coucher. Et en éteignant la lumière, j'entends pas dans ma tête. Alors au départ, j'ai cru que c'était mon frère qui m'avait fait une cachotterie. Parce qu'on avait une chambre pour tous les deux. Je rallume la lumière parce que j'entendais comme un espèce de souffle et je vois mon frère qui était tourné, vraiment en train de dormir. J'éteins la lumière et j'entends au niveau de mon oreille droite comme une voix extérieure, métallique, un peu comme un robot, me dire Jean-Marie, en temps et heure, tu feras la même chose qu'Uri Geller. En temps et heure, mais pas maintenant, dans quelques années, tu le rencontreras. On est en 75, hein, Mais tu l'as rencontré en 87. 87. Et tu rencontreras un jeune Français qui fera des expérimentations très sérieuses en laboratoire, qui deviendra un de tes amis et tu le rencontreras. C'est mon ami de longue date que je salue, Jean-Pierre Girard. Tu t'imagines? Alors, Et donc, et ça s'arrête. Et ça s'arrête. Et donc, euh, pour rebondir, pour te dire, ça c'était en 75, je reviens aux années 76, effectivement, des coups dans les murs, etc. Et fin d'année 76, comme par hasard, est rediffusée une émission du Geller. Rebelote, je regarde, et là, mes parents me disent, bah oui, il était passé, il avait fait, mais bof, voilà. Et je me souviens de ce qu'on m'avait dit. J'ai un espèce de feedback. Et à ce moment-là, mes parents, on était en train de manger de la soupe. Je me souviens, c'était du potiron, soupe au potiron. Et je dis, ah bah oui, je vais faire, oui, bah, euh, je prends mon assiette cuillère à soupe et je dis, bon, bah, j'enlève la soupe, hein, je rassure les gens. Et puis je dis, bah oui, on la prend comme ça et puis on va faire ce mouvement-là au-dessus, la tenir un tout petit peu, mais voilà, sans truquer. Voilà. Et là, Christian, ma cuillère se tord, comme de la guimauve. Du coup, je lâche la cuillère dans la soupe, là. T'imagines la tête de. oui, oui, bien sûr. Voilà. Et là, ils me disent, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je dis, mais il n'y a pas de truc, je ne sais pas. Et du coup, bah, je recommence. Et là, je vois que je recommence. Et là, ça se tord à nouveau. Et je remarque en plus qu'en la mettant sur le côté, elle se tord, elle continue à se tordre toute seule. Il y a d'autres cas, hein, j'ai évoqué dans le livre et d'autres personnes. Et du coup, ça devient un jeu. Alors cuillère, fourchette, barre, clé, euh, tout ce qui me passait un peu sous la main. Mais alors, des fois, il faut être honnête, des fois, ça marchait. Et des fois, ça ne marchait pas du tout. Il ne se passait absolument rien du tout. Mais à quel moment, qu'est-ce qui a fait que tu as basculé justement? Qu'est-ce qui t'a fait
comprendre aussi que tu avais la capacité de soulager. Euh, Alors oui, tu as eu un premier patient, c'était un petit chien. voilà. Alors attends, ce qui se passait, c'est qu'effectivement, par rapport à tout ce genre de choses, mes parents allaient dans le sud-ouest, effectivement, où ils ont fait du reste construire leur maison à Risle-sur-l'Adour. Et en allant à ces vacances, eh bien, effectivement, il y avait tout ce genre de choses, donc en 75, 76 et 75, 76. Et dans cette période-là, en allant dans le Gers sud-ouest, on allait chez des braves fermiers, effectivement, et ils louaient une petite maisonnette qu'on appelait la Maison Blanche à côté. Et tous les jours, j'allais chercher du lait, du bon lait à l'époque, du bon lait, pas forcément pasteurisé, mais du bon lait au pied de la vache, tu vois. C'est Pas vrai. du vrai, et du bon lait pas trafiqué à l'époque. Et donc, j'allais chercher avec mon pot au lait, et ils avaient un brave chien qui s'appelait Patou, qui était un bâtard, mais adorable. Et je lui faisais un bisou sur la truffe et je le caressais. Et jusqu'au jour où, un matin, où je vais chercher effectivement le lait, et je vois le fermier qui me regarde, il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait à mon chien? Je lui dis, non, je vais frotter les mains. Et il me dit, mais attends, il a ce qu'on appelle de l'eczéma. Je regarde, c'est quoi? Ben, il me dit, il a des plaques. Et ben, depuis que tu lui fais le bisou sur la truffe et que tous les jours tu viens, tu lui fais, bah, tu le caresses, eh bien, ses plaies sèchent. Et moi, tu sais, je suis un peu, bon, je dis, mais il y a le médecin pour là et il y a le vétérinaire pour le chien. Il me dit, oui, mais on lui met des pommades, voilà. C'est rien. Et ça fait rien. Mais et puis ben, tous les jours, je venais chercher le lait et j'avais le rituel de lui faire la bise sur la truffe, voilà, jusqu'au moment où on est passé à une autre étape où un matin, il me dit, maintenant, je vais t'amener voir la Germaine. Oh, j'ai dit, ça y est, c'est sa femme ou quoi? Il me dit, non, non, non. Il m'amène dans les tables. Il y avait à l'époque, c'était le début des treilleuses automatiques. On est les années 75. Hein. Et il me dit, bah, il y a une vache, elle ne fait pas de lait. Alors, tu vois, j'ai dit, bah, le chien, mais tu vas faire la même chose, la vache. Et j'ai dit, gros, mais non. Alors, il me met, t'imagines, les tables. J'avais un t-shirt blanc, petit short blanc, petit tennis, tu vois, le petit parisien. Hein. Il m'assoit, la queue de la vache qui me passe devant, qui beule, les autres là, il me prend un tabouret. Le gars, il avait de ses mains, des paluches, le brave fermier, toi, mais le gars costaud. Et il me dit, il me prend les mains, il les met sur les pieds de la vache, et il me dit, bah, tu fais comme avec le chien. Et je sens que je fais un petit mouvement sur les pieds de la vache, mais instinctif, tu vois, je pose les mains pendant 5-10 minutes. Et puis je fais, et c'est curieux, un espèce de mouvement rotatoire. Il me dit, pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas. Et je dis, c'est bizarre, ça picote au bout de mes doigts. Et puis au bout de 5-10 minutes, bah, le mouvement de mes mains s'arrête et les picotements s'arrêtent. Je dis, bah, je crois que c'est fini. Et puis je vais chercher mon lait. Le lendemain, j'y retourne et il me dit, viens, le chien toujours, qui allait de mieux en mieux. Et il me dit, viens voir ce que tu as fait à la vache. J'ai dit, ça y est, je l'ai tuée. Elle est morte. Non, viens voir. La vache qui avait l'air de retrouver la forme, 4 bidons de lait à côté. Je dis, c'est quoi ça? Ben, les autres, elles font du lait. Mais alors, je sais pas ce que tu lui as fait, mais elle m'a fait 4 bidons de lait. Et d'habitude, ben, fait un litre, un bidon complet. Donc, il me dit, ben, continue. Donc, tous les jours, tu vois, et la germaine, c'était super germaine. Hein. Super. Mais moi, ras-le-bol à la fin. Et elle m'a dit, bah, écoute, il faut que tu vas rencontrer quelqu'un, je vais te montrer une de mes amies, c'est une magnétiseuse. Je dis, c'est quoi? Ben, une dame, elle soigne avec ses mains, elle est à Mont-de-Marsan, elle s'appelle Madame Ciliac, je la vois régulièrement. Quand je vais la voir, elle a un fil avec un pendule, elle le fait bouger dessus, elle me donne des plantes, je le regarde, moi, radiesthésie, elle me fait les mêmes gestes que tu fais, elle fait des passes, et elle me fait des trucs comme tu fais, elle me donne même du coton pour me mettre, parce qu'il avait de l'emphysème, voilà. Je lui ai téléphoné et je lui ai dit que la prochaine fois que je la vois dans 15 jours, j'amène le petit Parisien. Donc, je passe les détails, 15 jours passent,
Moi, j'avais arrêté. Hein. J'ai dit, c'est bon. Hein. Germaine, terminé. Rendez-vous chez cette dame à Villeneuve-de-Marsan. Alors là, c'est la première fois. J'arrive. C'était une brave fermière, mais alors tout autour, Christian, tout autour de l'entourage, il y avait la ferme, une petite maisonnette où apparemment elle recevait. Il y avait un parking. C'était plein de voitures. Il n'y avait pas d'extracteur, hein, déjà à l'époque. Hein, et il n'y avait pas que des 2 chevaux. Hein. Il y avait des voitures, tu sentais que c'était des Oui, voitures, la voiture. la belle voiture. Et on rentre à l'intérieur de sa maison, il y avait ce que j'appellerais comme une salle d'attente, mais c'était blindé de monde. Il devait y avoir 40 personnes. Il y avait des pipelettes partout. Et les gens rentraient, sortaient, Madame Intel rentrait. Et donc on s'assoit avec Monsieur Laplace. Et c'est comme à la Sécu, tu avais un ticket. Hein. Et les gens, ah ben j'ai ça, je suis venu voir Madame Intel et ceci. Je, moi, je disais, mais où je suis tombé? Où je suis tombé? Et à un moment donné, Monsieur Laplace, vous rentrez, etc., etc. Une dame bien portante, un bureau sobre, une plante, une espèce de truc avec un pendule, je pense que c'est, une boîte de coton, une table, j'étais assez surpris, comme une table d'examen de médecin, tu connais, avec un espèce de papier dessus pour protéger, enfin pour faire. Monsieur Laplace, comment allez-vous? Ah, je vous ai amené un je vais vous expliquer, voilà, allongez-vous, avec ce petit truc au-dessus, en train de bouger, et je commence à faire ce mouvement-là, des passes comme ça, voilà, souffle dessus, faire des mouvements. Oh, j'ai dit, tiens, ce mouvement-là, je le connais. Ça me dit quelque chose. Les autres, je ne connaissais pas. Et puis, voilà, bah, asseyez-vous, la séance est terminée. Voilà, elle me dit, alors, vous avez amené un petit locataire que vous avez dans votre maison pendant les vacances. Alors, il explique le coup du chien, le coup de la germaine. Ah, eh ben, jeune homme venait me voir et elle me regarde et puis elle commence à me mettre la main au-dessus de la tête à des endroits. J'ai appris que c'était des chakras par la suite. Là, 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 là. Elle fait des mouvements, elle fait des passes tout autour. Elle me regarde les mains et elle sourit et elle me dit, bah, vous êtes comme moi. Je dis, vous êtes comme vous. Bah, vous soignerez les gens. Vous avez le don, vous ferez ça, c'est votre vie. Je dis, non, mais moi, je suis étudiant, je sais pas, madame, ce que c'est. Elle dit, Alors, et ce j'ai qui dit, mais bon, Jean-Marie, ce qu'il faut bien préciser, c'est pour le coup que tu es devenu comme elle, tu as soulagé les gens, ça a été, ouais, c'était ta vie, mais il faut bien préciser qu'aujourd'hui, tout ça, je a suis à tourné là. la page. Oui, je A suis tourné la page, au c'est pas bout la peine de. que les gens te Voilà, voilà, téléphonent. pour faire simple et pour parler après, j'ai. Bon, faut quand même je dire, bon, j'ai plein de choses qui sont arrivées et bon, j'ai commencé à vouloir suivre une formation quand même. J'ai pas pu venir médecin, Tu as c'est ta vrai. formation de naturopathie. C'est-à-dire que j'ai suivi une formation dans l'école de Monsieur Marchessault, l'école qui existait à l'époque, pendant 5 ans, en étudiant aussi, parce que j'avais aussi bon, j'avais quand même un petit bonus, c'est-à-dire j'avais récupéré les livres de médecine de mon père et de mon grand-père. J'étais passionné de botanique et de plantes, hein, parce que j'ai voulu faire un BTS de biologie. Mais en plus, le testo, je passais mon temps à regarder des livres de médecine, d'anatomie, Alors, de plantes, pardon, de plantes. je t'interromps parce que tu dis beaucoup de choses, mais en même temps, il faut qu'on reste dans un cadre horaire un petit peu gérable. Donc, ce qui est frappant dans ton parcours, c'est que tu as toujours eu la volonté, en fin de compte, de regarder les choses avec une grande objectivité, acceptant les regards extérieurs, te prêtant à toutes les expériences qu'on te proposait. Oui, c'est-à-dire je fais court. À la suite de tout ça, j'ai eu des contacts, pour faire simple, avec des médias et je me suis livré à des expérimentations de laboratoire en Belgique avec un docteur psychiatre qui était le docteur Jean Dierkens de la faculté de Mons, avec après en parallèle un universitaire toulousain qui est le professeur mathématicien décédé depuis un an, du reste, le professeur Yves Lignon, où là, j'ai commencé un certain nombre d'expérimentations du domaine de la parapsychologie, justement, sur l'influence de l'esprit sur la matière.
contrôlée dans un cadre de laboratoire et d'expérimentation aussi sur une très importante qui a eu lieu en 1984 à Villejuif, à l'hôpital Paul Brousse, une expérience de magnétisation d'eau qui était de l'eau sous contrôle d'huissier avec une expérimentation Pour voir l'effet de l'eau que tu avais de l'eau magnétisée magnétisée sur qui était supervisée par rapport à la poussée de graines de radis, c'est ça? ouais, voilà, et qui était supervisée, il faut le dire, à l'époque par un producteur de télévision qui était Michel Pollack, dans un cadre scientifique et médical, puisque c'était à l'hôpital Paul Brousse, et C'était au cadre supervisé, du professeur Schwarzenberg, par un hypersceptique qui était le professeur Léon voilà, Schwarzenberg. et qui était ministre de la Santé de Mitterrand d'ailleurs, hein. Oui, Mais après, 8 jours. on comprend qu'il n'a pas tout à fait joué le jeu, hein. Bah, c'est-à-dire, il y a eu 2 expérimentations sous contrôle d'huissier. Hein. Voilà. Il y a eu un rapport d'analyse statistique, du reste, je t'ai envoyé tous les documents. Et malheureusement, pour faire simple, Il y en a une pile, hein. oui, Euh, avec des il y a documents. beaucoup de gens, par contre, qui ont joué le jeu et qui ont reconnu vraiment ton don, ta capacité Bah, c'est-à-dire qu'à la suite de cette expérience qui a été réalisée, et des grands noms. bah, moi, je me suis prêté à l'expérimentation. Après, malheureusement, c'est allé, comme tu as pu le voir, juste à l'Académie de médecine. Hein. Il y a eu un rapport d'analyse statistique qui a été fait, qui a été contrôlé par un éminent statisticien aussi, le professeur Schwartz. Mais malheureusement, pour faire court, eh bien, pour les éditeurs, il faut savoir que malheureusement, cette expérience est partie au placard. Alors, bon, si on va sur mon site, ou sur le site effectivement de Sud Radio, vous avez effectivement l'émission qui s'appelle Les Clés du mystère du 20 mai 2010, où vous avez du reste tout le compte-rendu détaillé de cette expérience par le statisticien Yves Lignon qui raconte, et pour faire simple, malheureusement, cette expérience, l'émission, derrière ça, il devait y avoir une émission à la clé de télévision. L'émission n'a pas eu lieu et on nous a même verrouillés, bâillonnés, car nous avions interdiction dans les médias, et Yves Lignon l'a quand même fait lors d'un congrès de statisticiens, de parler de cette expérience, et cette expérience est partie au placard, a été censurée. Et alors, revenons, nous avions entamé notre entretien avec ça, aux médecins du Et ciel. oui, voilà, ce qui est finalement le plus important. Voilà. Et donc, effectivement, après tout ce périple médiumnique, universitaire que j'ai évoqué, ma formation fin 85 se termine d'hygiéniste naturopathe et je commence. Alors, j'avais commencé déjà à magnétiser depuis 1975. Mais là, tu t'installes. Et là, je m'installe. Et là, je commence à recevoir le bouche-oreille, comme on dit, les personnes, progressivement, en tant que naturopathe magnétiseur. Et là, tout bascule. En 1986, ou au moment fin 85, je m'installe, mi-86, donc je reçois classiquement, alors je précise, je ne fais pas de diagnostic médical, je ne fais pas de prescription, je ne supprime pas les médicaments, je suis un complémentaire, je suis d'abord un hygiéniste, un préventif, qu'un curatif. Et j'adapte les capacités magnétiques que j'ai sans aucune prétention à aider ou soulager les gens. Je fais un peu ce que j'appellerais de la bobothérapie, et aussi comme je m'aperçois, je peux barrer le feu, soulager les brûlures, etc. Donc je reçois Et jamais de fausses promesses. jamais de fausses promesses. Je reste à ma place. Je crois que c'est important de le dire. Il faut rester chacun à sa place. Nous sommes avant tout complémentaires et jamais, jamais, je préfère bien insister, Christian, là-dessus, substitutif. Chacun à sa place. Voilà. Et il faut se respecter les uns les autres. Alors, revenons à cet extraordinaire des mains du ciel. Et donc là, lors de mon travail, je fais ma consultation naturopathe et ensuite je ne fais retirer que les chaussures aux gens. La personne s'allonge. Donc je dis un précis, je ne passe pas, je ne pèse pas diagnostic, je ne manipule pas et je fais ces gestes un peu empiriques de passe. Alors après, il y a un peu de technique, on dirait. Il y a les passes longitudinales, transversales, souffle chaud, souffle froid, des méthodes un peu empiriques, il faut le reconnaître, pendant ce travail. Et là, lors d'une séance classique,
dans la pièce et au niveau du mur, qu'est-ce que je vois, comme dans la prime enfance, sortir des formes lumineuses humanoïdes. 1, 2, 3, alors que la personne est allongée, qu'elle ne voit pas. Moi, je la vois. Je vois ça. Et ces formes humanoïdes lumineuses prennent une densification et prennent la forme de visage, de buste, et je reconnais mon grand-père, le docteur René Le Gall, qui par télépathie me dit, maintenant, ta mission, ton travail, tu vas continuer à travailler, mais autrement ou en complément. Tu feras ce que tu fais, mais tu passeras d'un magnétisme physique, biologique, à une activation différente avec l'assistance de moi-même et de mes confrères d'un autre plan. Et là, j'entends des médecins du ciel. Alors, ce qui peut paraître invraisemblable, et ça peut se comprendre, euh, il y a des précédents. Il y a eu un nommé Arrigo qui a fait un livre sur... Alors, je vais en parler. Alors, Bien. voilà, je fais court. Il y a effectivement euh, dans le milieu spirituel et spirit, qui s'est surtout développé dans les pays anglo-américains, États-Unis, Angleterre, euh, où là-bas le spiritualisme s'est beaucoup développé, entre autres en Angleterre, eh bien, il y a un sensitif qui s'appelait George Chapman et qui se présentait comme étant incorporé par effectivement un médecin anglais qui a vraiment existé, qui s'appelait le docteur William Lang, célèbre ophtalmologiste qui était mort en 1937. J'espère qu'il n'y a pas de reflet. Vous avez ce magnifique On voit bien film la couverture de ce livre qui a été voilà, édité chez qui Fayard. est aux éditions Fayard, où effectivement George Chapman explique sa collaboration avec le docteur Lang. Et effectivement, c'était important de le signaler, qu'effectivement, pour ma part, quand j'ai vu se manifester ces trois formes lumineuses, elles se sont rapprochées de moi et j'ai vu mon grand-père se pencher vers moi avec ce corps de lumière et me tendre comme des espèces de gants de chirurgien lumineux que j'ai enfilés, d'où mon DVD Les mains de lumière, comme des espèces de gants, comme, tu sais, comme des espèces de gants MAPA ou de chirurgien, et de voir à côté de mon grand-père médecin comme une infirmière ou éventuellement comme un chirurgien habillé en vert avec le petit bonnet, le masque. C'était pas systématique, hein, et qui, avec cette infirmière ou cet autre médecin, me tendait des instruments lumineux, mais que je reconnaissais au départ. J'avais l'impression de voir un ciseau, un scalpel, une pince, des fils comme en nylon, et tout doucement, il venait poser ses mains, et c'est là qu'il se passait quelque chose de bizarre. Je rentrais ce que j'appelle maintenant comme dans un état modifié de conscience entre la veille et le sommeil, dans un espace un peu de brouillard, tu vois. Et là par contre, pendant 5-10 minutes, je suis dans un état rêve éveillé entre les deux, et je sens quand même une gestuelle mécanique qui se fait, que je vois au départ, mais comme si après je tombais dans un état de transe, entre guillemets, où là, je suis comme dans un espèce de pilotage automatique et j'entends pince, ciseaux, coupé, seringue. Même je sens même comme si et je me vois un peu vaguement comme si je faisais une injection d'un produit dans le corps, mais dans un corps que je vois tout lumineux au corps, autour du corps physique de la personne. Et ensuite, j'entends opération, anesthésie terminée, opération terminée. Je vois comme si je retirais ces espèces de gants. Et là, pendant cette période, ou juste après ou pendant, je sens une odeur caractéristique pour moi dans la pièce, d'une odeur d'éther, plus ou moins fort, que du reste la personne va aussi constater et qui s'est reproduit
plusieurs fois du reste, comme dans un certain témoignage que les personnes ont pu m'apporter. Oui, le livre abonde en témoignages et effectivement, plusieurs personnes évoquent cette odeur d'éther, hein. Oui, et même dans l'émission de Michael, euh, des, des personnes des personnes avec qui j'ai travaillé, dont une personne a longuement développé qu'est-ce qui s'était passé pendant cette consultation, cette opération de chirurgie spirituelle et d'autres personnes. Et c'est assez surprenant. Et même ce qui est assez surprenant, c'est que parallèlement, pour synthétiquement parler de ce domaine-là, indépendamment des personnes que je recevais au cabinet, je proposais le même style d'accompagnement de soins, je dirais, énergétiques et de nature spirituelle à distance, en ayant un support photo de la personne. Et aux choses troublantes, le même type de phénomène se manifestait les gens à distance, avec des odeurs d'éther aussi. Alors, il y a Janine Fontaine aussi, qui était médecin et qui avait fait un livre il y a peut-être une quarantaine d'années aussi, Oui, qui mais médecine relate des trois corps. Oui, oui. Alors, des- petite parenthèse, Arrigo, C'est un Brésilien. brésilien, simple paysan, John Fuller. Alors, c'est des livres que vous allez vous retrouver sans doute. C'est aux éditions Belfond. Là, c'est aux éditions Belfond. Vous allez peut-être retrouver cet ouvrage en occasion. Et vous avez du reste, c'est important de le signaler, gratuitement actuellement sur YouTube, le film qui s'appelle Predestinado. Predestinado, que nos amis Spirit brésiliens ont filmé dans les années 2020. Et là, arrive en France depuis le mois de janvier, gratuit, qui est l'illustration de la vie de Arrigo, qui lui incorporait un médecin qui s'appelait le docteur Fritz, mais lui, spécifiquement, il opérait avec un couteau rouillé, sans anesthésie. Les opérations, si vous tapez Arrigo, cataracte, et il a soigné près de 2 à 3 millions de personnes. Et comme étant un médium Spirit Incorporation, je tiens à le préciser, il faisait cela tout à fait bénévolement et gratuitement. Il recevait par semaine 1500 personnes. Et en faisant ce qui était très surprenant de sa part, en état de transe intense, c'est pour ça que j'invite aux gens à retrouver l'ouvrage. Il y a toute une équipe américaine, dont le docteur Puerich, dont aussi des responsables de la NASA sont venus pour examiner ce cas unique au niveau médical. Et il avait aussi la particularité, on le voit un peu dans le film, retranscrit dans le film, qu'en regardant les gens, il faisait un diagnostic immédiat de ce qu'avait la personne. Et ce diagnostic se révélait tout à fait exact, hein, avec un accent fortement allemand, puisque le médecin qu'il incorporait se présentait comme étant le docteur Fritz. Bon, ces livres sont peut-être pas très faciles à trouver, mais il va y en avoir un qui est plus facile à trouver, c'est le tien, hein, qui déjà est passionnant, hein. Et puis, je te propose qu'on termine. Donc, Oui. on faut redire donc que tu ne fais plus aucun, que Non, tu, je suis à la retraite. que tu es à la retraite, Je n'exerce plus. que tu ne reçois plus personne, hein. Oui. Mais donc, si tu le veux bien, cher Jean-Marie, on va terminer avec cette belle chanson. On a Oui. réécouté cette belle chanson de Michael Le Lotus, hein, parce que Oui. vraiment, elle illustre bien tout ton propos et tout ton parcours. Après, il est un fait qu'il y aurait eu tellement de choses à dire. Ton parcours est tellement riche, hein, il y a tant de choses dont on n'a pas parlé. Tes lectures d'un objet, il y avait cette Oui. expérience, par exemple, avec Jacques Pradel, ce journaliste Oui. bien connu Oui. de la brique Alors, rouge, qui a été faite sous huissier. On t'a donné une oui. simple brique et tu Oui. as trouvé toute l'histoire du bâtiment dont elle. C'est ce qu'on appelle la psychométrie. Alors, si je peux me Voilà, permettre, hein. juste Christian, de dire, alors cet ouvrage réactualisé date de 2018. On ne le trouve pas forcément sur les étagères en librairie Fnac, Cultura ou autre. On peut le retrouver encore l'éditeur ou d'occasion ou le commander chez le libraire. Mais ce que peuvent voir peut-être les personnes s'ils veulent compléter, ils peuvent aller du reste sur mon site Je mettrai des www.jeanmarielegal.fr. références. Voilà. Et il y a, ce qui est important à signaler, dans le cadre d'un documentaire, dans le cadre il y a une revue qui s'appelle Inexploré,
et de Inexploré TV de mon ami journaliste Stéphane Alix. Sur cette chaîne par abonnement, vous avez un documentaire accessible pour les abonnés de 70 minutes qui s'appelle Les Mains de Lumière. Donc là, vous allez retrouver un peu ce que j'ai raconté, un peu de ce qu'il y a dans le livre et d'autres aventures, et qui vous donnera une image globale de ce parcours troublant que j'ai pu vivre et que j'ai partagé quelques éléments avec vous ce soir. Et avec toi, avec grand plaisir, Christian. Voilà. Un grand merci, Jean-Marie, et un grand merci, bien sûr, à tous ceux qui vont nous écouter. Merci de m'avoir consacré du temps et de m'avoir écouté. Merci, Jean-Marie. Bonne soirée. Merci. Quand la nuit tombe et que l'âme s'élève, il existe un monde où la lumière rêve. Des mains invisibles qui soignent en douceur, guidées par l'amour, message de l'ailleurs. Ils ne portent pas de blouse ni de stéthoscope, mais ils murmurent des remèdes sous forme d'ondes et d'horoscopes. À travers les magnétiseurs, ils passent leur énergie. Des médecins de l'au-delà, un souffle d'harmonie. Ce sont les médecins du ciel, des esprits veilleurs, des guides éternels. Ils réparent l'âme, apaisent les douleurs, un soin invisible, un baume au cœur. Ils soufflent un vent d'amour et de paix, là où la science parfois s'arrête. Jean-Marie les sent quand il pose ses mains. Un frisson, une chaleur comme un courant divin. Son grand-père médecin depuis l'autre rive lui transmet les gestes, lui montre où l'énergie dérive. Ils ne font pas de miracle, ils rééquilibrent, ils apportent du réconfort là où l'homme hésite, parfois dans les rêves, parfois en intuition. Ils soufflent des mots, des soins, des visions. Ce sont les médecins du ciel, des esprits veilleurs, des guides éternels. Ils réparent l'âme, apaisent les douleurs, un soin invisible, un baume au cœur. Ils soufflent un vent d'amour et de paix, là où la science parfois s'arrête. Jean-Marie les sent quand il pose ses mains, un frisson, une chaleur comme un courant divin. Son grand-père médecin depuis l'aube lui transmet les gestes, lui montre où l'énergie dérive. Ils ne font pas de miracle, ils rééquilibrent, ils apportent du réconfort là où l'homme hésite, parfois dans les rêves, parfois en intuition. Ils soufflent des mots, des soins, des visions. Pas besoin de rendez-vous, pas besoin d'hôpital. Leur présence est subtile, leur amour est total. Ils viennent à qui les appelle sans crainte, un murmure d'espoir dans la brume éteinte. Ce sont les médecins du ciel, des âmes guérisseuses, des guides spirituels. Ils touchent le corps, ils touchent l'esprit, un soin d'amour, un souffle infini. Alors écoute leur message en toi, ils sont là, ils veillent sur toi. Ferme les yeux, ressens leur chaleur. Les médecins du ciel